parler. Comme ça, il faut que je colle. Bonjour à tous déjà. Je suis très touché de votre accueil, le MoCo, l'équipe, Caroline Chabran et tous. Oui, j'avais pas vu le film et voilà, donc je me dévoile à vous grâce à toi. Bon, on commence. Alors peut-être, ce que je voulais faire, c'est peut-être un petit préambule d'abord. C'est bon le son? C'est bon? Alors avant de lancer les images. Avant de lancer les images, peut-être un petit préambule. Ah, je ne comprends pas. Ah, c'est pour toi. Oui, une parenthèse. Merci au regard de l'Université de Saint-Étienne qui nous regarde aussi, parce qu'ils ont pris une salle. Et je les remercie de leur regard aussi. Voilà. Bon, il y a plein de choses à vous dire. En fait, je vais essayer d'aller assez vite. Il y aura beaucoup d'images. Mais le préambule m'a l'air complètement nécessaire pour vous expliquer où tout ça, ça vient. Comment c'est venu tout ça? Où est-ce que j'en suis arrivé? Ben voilà, ben pourquoi pas. En fait, ça, j'ai commencé les beaux-arts très tôt, on vous l'a dit. Et bon, on est très jeune, on s'avance dans le temps. J'ai fait beaucoup de gravures. J'ai eu Claude Vesbuche comme professeur. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est pas forcément ça. C'était ce que je faisais en 78, mais c'est ma dernière gravure à l'époque d'un travail qui était un travail à la fois comment dire, sérieux mais innocent quelque part. C'est-à-dire, c'était vraiment l'ouverture. Et j'ai eu un choc. Comment dire, qui m'a amené à l'art. Et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler et comment les choses se sont répercutées tout le long de ce cheminement. Au départ, je n'avais pas prévu de vous montrer cette image, enfin les trois autres qui vont venir. C'était parce que dans ma présentation, suite à ce premier choc, j'ai travaillé pendant 8 ans au moins et ça m'a amené à faire ma première exposition au Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, qui est devenu Musée d'art moderne. Et bon, j'ai pas de documents de l'époque, etc. Il y a beaucoup de choses à vous montrer, donc j'avais fait j'ai fait un peu le saut. Et donc là, c'est que voilà, donc ça c'est un peu, disons, une pièce qui vient quelques années après en 83, donc le 78-83, et après peut-être une autre. C'est juste pour vous montrer une tendance. Après, je reviendrai sur tout. Ça, c'est une pièce qui s'appelle La Louve grise au museau blanc. C'est une pièce essentielle. C'est mon premier achat fait par un frac, le frac Rhône-Alpes. Plus après l'autre pièce qui est Soirée dansante au théâtre. Donc c'est des formats de 1m40 par 1m40. Donc je voulais vous montrer ça parce que c'était simplement pour que vous compreniez le choc qui s'est passé entre cette première image qui est Balthazar Castiglione de Raphaël, donc c'est-à-dire qu'en manière noire, parce que j'étais vraiment un graveur, taille doucier, lithographe, etc. Et formé, comme je vous dis, très tôt. Et là arrive un moment où je comprends que c'est pas là que ça se passe, que ça peut se passer. Et donc, ça, c'est une pièce de 81. Et à l'époque, avant qu'on n'avance plus, à l'époque, si vous préférez, dans ma timidité, modestie, timidité d'où je venais, mon père était mineur de fond, donc je viens d'un milieu quand même social qui n'avait pas forcément accès à une école des beaux-arts. Et moi, je rentre très tôt aux beaux-arts et je suis un des plus jeunes étudiants pendant 4 ans au moins à l'école. Donc, ça veut dire que quand j'en sors, j'ai 20 ans. Pour que vous compreniez vraiment le déclic, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants. Et donc, non, il faudrait revenir un peu après, voilà, avant. Voilà. Et donc, à un moment, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, j'ai la technique, j'ai plein de choses. Finalement, je sais faire avant de le faire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends que je suis en train d'illustrer quelque chose. C'est ma formation. Et donc, je vais au plus profond. À cette époque, je ne travaille pas du tout la couleur. C'est-à-dire que je travaille plutôt le noir et blanc. Et j'ai un choc, un moment émotionnel, personnel. Et je me dis... donc, il faut savoir que j'ai perdu ma mère très très jeune et qu'à un moment je me dis je vais peindre le portrait de ma mère et forcément avec mes origines je le peins à l'italienne, c'est-à-dire avec une tradition du portrait, de la Madone et moi je me peins dans ses bras avec un jeu de cartes que je colle dessus, chose que j'avais jamais fait parce que je venais d'une position où il y avait Balthazar Castiglione
C'est quand même la grande tradition du classicisme. Et là, je me retrouve dans un choc personnel, mais très fort, parce que je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne comprends pas. La seule chose que je sais, c'est que les visages, je les ai peints très très vite. C'est-à-dire en un quart d'heure, c'était fini. Mais alors le reste, ça m'a pris un temps fou. Et donc, juste encore avant, voilà, on voit un jour, j'ai un ami qui vient à l'atelier, Marc Choppy s'appelle, et il voit ça, il me dit « Ah ouais, il se passe un truc ». Il me dit « Mais là, Carmelo », et là, il me montre la petite image qui est tout en haut, que vous voyez, le personnage qui est important. Et il me dit « Mais Carmelo, enfin, ce personnage, il fait un acte de bravoure, tout est dit, on comprend le poids de son corps sur la tête de l'autre, il n'y a pas besoin de lui dessiner mieux l'oreille que ça, on a tous compris, on a tout compris. » Et ça, cette peinture, c'est un moment déterminant qui va expliquer tout le reste de tous les pas que j'ai faits et que je veux bien vous confier aujourd'hui parce que c'est un acte aussi personnel aussi. Pour moi, c'est plus qu'une conférence en fait. Et donc là, je comprends tout de suite, c'est une illumination. Et donc passer de Balthazar Castiglione après ça pendant 8 ans, c'est-à-dire qu'un visage, c'était qu'un simple coup de trait. C'était ça, et ce qui comptait, c'était cette relation implicite entre l'implicite et l'explicite. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais ? La logique, c'est je fais les tableaux de tous ces détails, de certains. Donc, voilà, là, on voit un personnage amoureux en haut, un qui est violent. Donc, c'est repris sur les images un peu de la tradition calabraise. Hein. Et en bas, celle-ci, il y a quelqu'un qui vient à l'époque, bon, c'est des gens de l'art, et ils disent « Ah, on dirait un Matisse ». Enfin, il y a quelque chose. Et là, après, il y en a un qui s'est amusé à dire « Ah oui, il attend sa feuille d'impôt ». Oui, bon, ça, c'était moins bien. Mais à ce moment-là, je comprends qu'il se passe vraiment quelque chose qui me renvoie à la fois à mes origines, mais à la fois dans une relation que j'établis, qui est la situation justement de la relation à l'autre, du regard à l'autre, de sa fragilité, de sa force, de ses moments de tristesse, etc. Et donc, j'agrandis tous ces formats. Non, pas encore. Désolé, hein, parce qu'on ne s'est pas briefé tout à fait. Et en fait, là, je fais une série d'environ 1,20 m par 1,20 m. J'en fais, je crois, une quinzaine qui n'ont jamais été présentées, mais qui, en tout cas, m'ont apporté vraiment plein de logique. C'est-à-dire comprendre l'épaisseur d'un pinceau, faire un simple trait avec un énorme pinceau, vous voyez, des choses comme ça, calibrées. Et là, j'avance. Je travaille pendant plein d'années sur des toiles beaucoup plus complexes, mais en partant de ça. Et finalement, arrive le musée de Saint-Étienne d'art et d'industrie, avec Bernard Cesson. Donc là, je présente à peu près une vingtaine de toiles. Donc, le récital de Mina et Rosa, enfin, voilà, après, ça fait partie des collections. Et arrive en même temps, donc à 3 mois près, Thierry Raspail du musée de Lyon, qui à l'époque me donne carte blanche aussi, enfin, sur une proposition d'expo. Et donc, là, je comprends qu'il y a une vraie bascule à ce moment-là. C'est que je fais un dessin in situ, donc de 3 mètres par 6, je crois. Oui, ça doit être ça à peu près, ou par 8, je ne sais plus. Et en fait, il se passe quelque chose, c'est que derrière ce mur, si on rentre dans la petite salle qui est derrière, il y a 100 petites peintures. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que à l'époque, je fais des séries de 100, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de pièces entremis. Et à ce moment-là, je fais ça, et je le fais avec un fusain noir comprimé, très ineffaçable, en fait. C'est-à-dire que dès que je fais un trait, il est décisif. Mais je le fais naturellement, donc je crée Belle Amoureuse, voilà, au musée d'art contemporain de Lyon à l'époque. Voilà, et là, ça, c'est la clé. Donc après, à ce moment-là, je comprends qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une performance. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, tout est performance. C'est-à-dire que je ne suis pas un peintre de l'effet qui va chercher la matérialité, la matière émotionnelle, etc. Non, ce qui compte, c'est ce que je désigne sans cesse et comment je m'avance et que je mets en relation. Même ces moments-là, pour moi, c'est des moments clés. Ces moments, enfin, j'ai un magnifique spectateur. Je veux dire, le rapport de la piste. Donc, vous comprenez la pièce qui est avant avec le petit dompteur d'animaux qui s'appelle Rondo Circolo. Et je comprends qu'il y a un jeu de scène, un jeu social, il y a un jeu où on peut faire un débat, où il y a des résonances du corps à corps pour justement ces choses de l'ordre de l'intime et de la répercussion. Et là, je comprends encore que je suis quelqu'un qui fonctionne en système en cascade. Alors les étudiants, vous le savez, ça, je vous en parle souvent.
mais tout se répercute, c'est-à-dire entre le fond, la forme et ce qui se désigne. Et bien sûr, le rapport au lieu, le rapport de situation, le rapport d'histoire. Enfin, et je ne vous parle même pas du rapport coloré, ça c'est encore une autre histoire qui viendra après. Et donc donc je fais des sauts de puce, hein, parce que là c'est une pièce de 1990, les Ateliers des Arcs. Et donc je fais toute une série qui s'appelle Giraffe Harkin, qui ont été présentées aux abattoirs, qui sont collection des abattoirs maintenant, mais qui, à l'époque, c'était une série de 9 toiles. Et c'était, vous voyez, le rapport du lieu, c'était un petit village, les premiers ateliers d'artistes qui sont créés. Et c'était comment sortir la tête de l'eau, une girafe. Et vous en voulez une, 2, 3, 4. Et là je fais un acte fort. Donc, après les singes, bon, là, c'était dans le même jeu. Là, c'est le musée des Beaux-Arts de Lyon. C'était cet été, hein, je crois. Ils ont présenté la pièce. Et c'était la même chose. C'est-à-dire, vous en voulez 100, pas de problème, je les peins. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était retrouver la même intensité, la même insistance à dire les choses. Donc, vous voyez, le bon, à ce moment-là, il est franchi. Il y a ce rapport à la performance. Et ce rapport qui arrive aussi, c'est la prise en charge du spectateur. C'est-à-dire, pour moi, un tableau marche qu'à condition où j'implique quelque chose de vrai dedans, à l'intérieur, et qu'il a une nécessité d'être peint. C'est-à-dire que tout mon travail à ce moment-là s'associe à une chose, c'est comme un grand chemin de fer. Ça veut dire que c'est pour ça que je vous fais un peu une rétrospective. Je vais vous montrer en faisant bien sûr des sauts, hein. Mais c'est parce qu'en fait, dans la manière dont je travaille physiquement, le moyen de la perception, etc., le système en cascade, il est en jeu, mais il est aussi en jeu au niveau de très grands ensembles. C'est-à-dire, il n'y a rien d'anodin. C'est-à-dire que la question, c'est qu'il n'y a pas de hasard quand on est dans sa position d'artiste, à mon avis. Après, il faut laisser l'implicite et une marge. Et je laisse cette marge parce que si je ne la laisse pas, à ce moment-là, je tombe dans le maniérisme. Et je ne veux absolument pas illustrer une situation. Donc, vous voyez la complexité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement créer une très belle image, c'est aussi lui donner une vraie incrustation parce que ça joue sur les gens que j'aime, que j'accompagne, que je perçois. Et donc ça, jamais je les laisserai se faire piéger dans une situation d'illustrer ce qu'ils sont. Je préfère vivre, partager avec eux comment je les vois. Donc là, c'est encore un saut de puce. Là, j'ai qu'à remercier Yannick Milou, qui est maintenant le directeur du FRAC de Limoges, qui m'a donné à l'époque la criée de Rennes. Alors ça, c'est un premier in situ que je fais. Donc toujours la même chose, en direct, peinture à l'huile. Bon, les deux grands tableaux, bien sûr, font partie d'une autre série avec plein de choses. Et au sol, on voit de l'huile de vidange. Et quand on rentre, l'huile de vidange, bien sûr, elle sent la peinture à l'huile à outrance. Mais c'est surtout parce qu'elle reflète aussi le plafond. Et le plafond ricoche à l'intérieur de ces... Je n'ai pas d'autres documents, hein, je suis désolé. Ricoche à l'intérieur de l'huile. Et on a l'impression qu'on est dans un navire renversé. Et voilà, l'idée du renversement, c'était très important pour moi. Merci. Après vient donc encore un autre saut de puce très très important, c'est qu'à la criée de Rennes, Yannick Milou demande à Bernard Lamarche-Vadel s'il veut bien venir voir mon expo. Et Bernard le fait. Et Bernard Lamarche-Vadel, bien sûr, vous renseignez-vous, vous verrez qui c'est quelqu'un d'immense, qui est mort maintenant, et qui... comment dire, m'ouvre les portes à Paris, me fait rentrer dans la galerie Météo. Et donc, ça, c'est le tableau de son salon qui s'appelle L'innocence, ça y est, je l'oublie, L'innocence de Bernard Lamarche-Vadel, reconnu par les animaux. Et juste pour vous dire un peu la relation forte, c'est que quand je peins ce tableau, je suis à Saint-Étienne, je le termine, c'est en fait le portrait de Bernard Lamarche-Vadel, mais il ne voulait pas que je peigne son portrait. Et moi, j'ai compris tout de suite qu'il voulait que je le peille comme un enfant. Donc ça, c'est mon fils, en fait, qui est Lamarche-Vadel à ce moment-là. Et donc, Lamarche-Vadel m'appelle le soir, je fais un phylactère, et il me dit « Carmelo, vous avez mis déjà quelque chose sur le phylactère ?» Je lui dis « Non, Bernard, dites-moi. » Il me dit, j'avais pensé à une petite phrase qui était l'innocence de Bernard Lamarche-Vadel reconnue par les animaux.
Et donc, en même temps, qui me le disait, je l'écrivais. Voilà, c'est pour vous dire que tout est rencontre et que tout est implicite encore, mais j'ai eu la chance quand même de rencontrer vraiment de très très belles personnes dans mon parcours, et dont la Marche Vadel, donc voilà, Raspail, Renout, mais je vous les dirai au fur et à mesure, et je ne peux pas dire tout le monde, bien sûr, mais pour dire qu'une œuvre, ça s'inscrit aussi dans la durée, dans le temps. Et donc c'est sérieux. Il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. Enfin, sans tomber dans la mystique, bien entendu. Donc là, c'est la galerie Météo. Donc Jean-Luc Mylène à gauche, c'est Mylène, la Marche Vadel en bas, Gada Amer qui va faire une très grosse expo à Marseille le 1er décembre, je vous le dis. Voilà, elle vit aux États-Unis. Maurice Bossier, Philippe Ramette, Maillot, Simon Monfils, une amie, voilà, et après Noël Dola, Dominique Figarella et d'autres amis. Voilà, Mercier aussi. Donc ça, c'est un tableau très important. Il fait partie des collections maintenant du CNAP. Hein. Le CNAP l'a acheté, mais ça a mis 20 ans. Et donc c'est assez récent. Et il est en dépôt maintenant à Limoges. Donc ça, c'est l'ouverture de Thierry Raspail s'engage encore. C'est-à-dire qu'il me suit depuis le début, en fait, Thierry Raspail. Donc je lui dois vraiment beaucoup. Et donc j'ai fait 3 expos perso, dont une grande monographie en 98. Et donc voilà, ça c'est les images. Alors je travaille là avec un de mes dessins en projo, parce que c'est une forme qui va être très haut, c'est-à-dire que c'est une pièce qui va faire 5 mètres de haut sur 41 mètres de long, en peinture à l'huile. Et ça s'appelle Enfer et Paradis. Et là, voilà. Donc là, je suis aux subsistances. C'est devenu mon atelier. C'est là où il y a l'école des Beaux-Arts à l'heure actuelle à Lyon. Et donc, je commence à réaliser la partie en fer, donc à l'huile, bien sûr. Et c'est une pièce que j'ai été obligé de segmenter en 4 morceaux parce que c'est fait trop grand. Donc, 2 pièces de 10 mètres. Et après, voilà. Et donc, on me voit voilà, en train de travailler. Alors, ce qu'on voit, ce qui peut être intéressant, c'est que vous voyez, c'est que mon système ne marche qu'à une condition aussi, c'est que tout est fait en touche définitive. C'est-à-dire qu'à un moment... à part quand c'est des visages et que je veux qu'il y ait une vraisemblance, tout est peint dans le souffle. Sinon, je tombe dans quelque chose d'autre. Et ça, je comprends à ce moment-là, j'avais déjà un peu commencé, que tout est performance. Et donc, il faut décoder un peu tout ça. Et il faut aussi livrer un peu ce secret de fabrication aussi. Parce que dans la première pièce que vous avez vue, qui est le fusain, il y a tellement peu de gens sont allés de l'autre côté du mur parce qu'ils ont vu de loin, ils ont regardé, ils ont dit « Ah ouais, c'est pas mal » et ils se sont tirés. Et moi, j'étais spectateur, je ne pensais pas que c'était moi. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'est-à-dire dans le non-regard par rapport à une œuvre. C'est-à-dire qu'ils auraient pu s'approcher, ils auraient compris que c'était peint par un simple trait ou dessiné, ou alors et que derrière, il y avait sans peinture. Et donc là, j'ai tiré profit. Et là, c'est la pièce de... Ça y est, j'ai oublié son nom. Le mur, c'était de... comment s'appelle l'église qui a... C'est américain, ça y est, j'ai oublié. Enfin bref, il y a une grande exposition monographique juste avant. Et Thierry Raspail m'appelle, il me dit « On peut détruire le mur, est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, je dis oui. Et il dit « À quoi tu penses ?» À la chapelle Brancacci de Florence et Masaccio. La sortie Enfer et Paradis, la sortie de l'enfer, et donc je peins ça. Oui, c'était la pièce de Robert Maurice, et au lieu de la détruire, ils m'ont dit que c'était une grosse construction, mais je l'ai gardée, ça fait une piste circulaire, et on rentre par une seule porte. Et donc l'expo était importante, on peut y aller, s'il te plaît, merci. Donc là, on voit la partie enfer, on voit une espèce d'autoportrait à moi à droite, un tigre, et bien sûr, je fais rentrer ma famille, je fais rentrer mes amis, les gens dont j'ai une intuition. Voilà, ça c'est un détail, c'est-à-dire il faut penser que la pièce fait... L'enfant est à la taille, hein, je crois, enfin, il est à peu près grand comme ça. Voilà, et là je peins. Il y a une déformation aussi visuelle. Alors la déformation visuelle, je la prends en compte pour des tas de raisons, mais aussi parce qu'il y a un angle de vue spécial, parce que ce qui compte, c'est l'évocation aussi, c'est la spontanéité, plus la déformation de je sais faire ou pas faire. Voilà, là on voit, c'est la porte, le Cerbère qui devient la porte des enfers, et on passe sur une autre toile qui est derrière,
la grande qu'on voit derrière, mais qu'on verra un peu après. Oui, tu as raison. La toile qui est derrière fait 5 mètres par 7. Donc, c'est une série du Familistère de Guise. Donc, je vous parle rapidement, parce que c'est des gros projets. Tu peux y aller encore, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est l'Arbre au loup. Alors, c'est important, cette pièce, parce que vous comprenez, c'est rétrospectif, mais je suis obligé de vous montrer aussi des choses, parce que vous comprendrez que je suis un têtu, pugnace. Je crois que quand je donne parole, je la donne, et je vais jusqu'au bout d'un raisonnement, parce que là, le début depuis 1974, vous vous rendez compte, ça fait des années. C'est ce grand chemin de fer qui s'enchaîne. Et donc, les 3 frères qui sont dans l'Arbre au loup, vous les verrez un peu plus tard à Fontevraud. Et là, c'est le Familistère de Guise. Donc, c'est la question de la guerre, à bas la guerre, etc., l'utopie. Donc, le cheval qui revient, le cheval souvent, parce que comme dirait mon cher ami Christian Gossen, il me dirait la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans la terre. Hein, n'est-ce pas, Christian? Et à la fois, on regarde au plus loin. Et n'oubliez pas que mon père était mineur de fond, donc un cheval au fond de la terre, c'est pas rien dans le rapport de la famille. C'est-à-dire un cheval qui est compagnon sur la terre pour cultiver. On le met à 1000 mètres de fond, parce que mon père travaillait à 1000 mètres sous terre. Donc voilà, donc là je vous mets des vues de l'exposition qui sont faites par Blaise Adilon. Donc je remets, voilà, là on voit l'étoile. Bien sûr, la toile à droite, c'est un grand diptyque. Je vois en portrait avec une canne blanche, parce que dans l'idée, comme aurait dit Bernard Lamar-Schwadel, parce que j'ai oublié de le citer encore au début, mais il disait tout est illusion parce que tout est illusion. Et donc, voir ou ne pas voir. Voilà. Donc, même chose, cette pièce. Alors, je ne vous parle pas le temps de création, parce que ça va très, très vite, en fait. Voilà. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur cette image, qui n'est pas rien, parce que c'est à l'époque où, comment il s'appelle, Benigni sort son film sur la Shoah, etc., les camps. Mais moi, je ne savais pas, et moi, je ne fais pas de confession judaïque. Mais il y a quelque chose qui me touchait, parce que je vois mon fils qui arrive vers moi en pyjama comme ça, et il me dit ouais, on parle de la vie, et c'est un moment important, et je me dis, mais la chose la plus importante, c'est la famille, c'est son enfant. Et je lui explique. Et je lui explique le tableau que je vais faire. Je lui explique longuement. Et il s'arrête, il me dit, mais papa, j'ai compris. Il me dit, ça sera une paire de rollers. C'est-à-dire, quelque part, et là, il m'a donné carte blanche. Il avait bien compris. Et là, je l'ai peint. Et c'est un tableau qui est très marquant pour moi, parce que c'est un tableau qui fait face. Faire face, c'est ce que je cherche depuis toujours. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, vous voyez, moi, les mots prennent une importance, c'est-à-dire j'attache une importance à cette posture de faire face. Et finalement, qu'est-ce qu'on désigne? Et ça, vous le savez, pour beaucoup ici, j'insiste souvent là-dessus. Qu'est-ce qu'on désigne? Qu'est-ce qu'on désigne avec son doigt? Et si je mets un pinceau au bout du doigt, c'est qu'est-ce que je peins? Et donc, c'est pour moi une vraie position forte. C'est un tableau qui a été un moment qui posait la question de cette solitude face à un mur. Ça, c'est une autre pièce. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je suis désolé. Hein, il y a encore beaucoup à voir. Ça, c'est une pièce qui s'appelle La machine à singer. C'était un projet indoor avec Mario Pieroni, Dora Steffelmayer, de Sienne, enfin de Rome, Zerinthia. Voilà. Et on fait un grand projet avec Gand, le SMAC, avec Yanout, avec Rome et le musée d'art contemporain de Lyon. Donc c'était pas mal. Et donc l'idée, c'est la machine à singer. Puisque je répercute, et bien à ce moment-là, je fais le portrait des personnes rapides, je les montre, et après je les transforme en singes. Et donc à ce moment-là, il y a des portraits, on voit qu'il y a des petits polaroïdes. Et à la fin, les polaroïdes, je les retouche et je leur envoie en cadeau à chacun. Et c'est la machine à singer. Donc j'avais des rendez-vous précis. Parfois il y a 2 filles, parfois il y a des couples. Il y avait toutes sortes de belles personnes qui voulaient poser, des gens intrigués. Et ils signaient une dérogation de peur qu'ils prennent peur et qu'ils me donnent leur accord. Là, donc j'ai compris qu'à un moment, il fallait dévoiler tout ça, désosser finalement ces compositions
On va arriver à je vais revenir à la composition après. Et donc là, c'est au SMAC de Gand. Je fais une performance. Vas-y, si tu peux. Et donc là, je fais une performance physique. Je commence à me mettre vraiment en action. Donc à ce moment-là, c'est les farines animales. Et je me recouvre de farine, etc. Donc j'ai failli mourir parce que je n'avais plus à respirer. Mais voilà, il y a des actions comme ça. J'ai fait des actions comme ça. Et en même temps, je peins, si tu peux aller, voilà, je peins un grand cheval en direct. Et là, on voit bien qu'il est peint à la volée. Voilà. Et là, c'est une pièce où ce qui est, ça voulait dire piqué dans le bleu des yeux. Et donc, il y avait un paquet d'épingles. Et tous les visiteurs, en voyant l'expo, devaient planter dans l'œil, enfin dans l'orbite de ce crâne, une aiguille pour qu'à la fin, ça devienne argenté. Donc la question, c'était bien voir. Bon, là, c'est Tadzi et Yanout. Yanout, c'est Documenta 9, et qui m'avait invité. Et il est mort, et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Alors, voilà. Donc après, oui, parce que les images, certaines sont lourdes. Je suis désolé, ça va? Vous suivez un peu? Vous comprenez, je voulais bien expliquer que c'était un système en cascade. Et donc là, je vous parle que de la perception physique. Ah, oui. Révolution. Et, bon, mais tout va bien, je peux vous chanter un truc. Bon, vous voyez, c'est un système en cascade, comme je vous dis. C'est pour ça que j'étais très embêté dans cette conférence, parce que le temps me paraissait un peu court. Mais c'est une occasion aussi pour que vous compreniez que le moindre geste, la moindre décision va répercuter, la moindre rencontre dans mon système répercute. De la même manière que, mais ça je fais le coup souvent aux étudiants qui sont là, c'est-à-dire que si je vous capte, j'ai vu tous les violets qu'il y a dans la salle pratiquement là, tous les bleus, et maintenant je vois que ça, et après je vais regarder, vous voyez, et je vois tous les roses, etc. Donc ça agit aussi sur un rapport physique de perception et d'encodage aussi. Voilà. J'ai eu la chance d'être formé par Giraudon, qui était un des profs théoriciens de la couleur, très jeune. Et à l'époque, je ne comprenais pas tout. Et maintenant, je comprends que l'acuité de la couleur, le rapport à la couleur est essentiel. Et c'est ce que je disais, une couleur apporte une forme apporte une couleur. Une couleur apporte une forme. Et donc, en jouant plus de ça, en jouant sur les rythmiques dynamiques, en jouant sur la prise en charge du spectateur, en jouant tout ça, tous mes gestes qui sont logiquement spontanés sont des gestes d'écriture et donc ils jouent sur le vrai ou le faux semblant. C'est-à-dire, d'où le clown que vous voyez là, c'est-à-dire ça c'était au Martha Erfurt en Allemagne, c'était Yanout qui m'avait invité, je ne sais plus en quelle année, là, de 2008. C'est la dernière expo de Yanout là-bas. Donc au départ, il m'invite, comment ça s'appelle? C'est comme Bilbao, hein, c'est Guérit, hein, le musée Guérit. Donc je peins au préalable un grand cheval, un peu haut, pour donner comme si je donnais la leçon. Vous voyez, comme il va se passer quelque chose. Donc j'ai mon assistant, ça c'est un de mes fils. Et moi, l'idée, la pièce s'appelle Divina Commedia. C'est-à-dire que l'idée, c'est que mon assistant me passe des cartons et je me fabrique une tête d'âne sur la tête avec un rouleau adhésif de 30 mètres de long. Et cette pièce va s'arrêter à ce moment-là une fois que j'aurai fait le masque. Donc il y a un public. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un musicien, Boline, qui est là, un très bon musicien, Yanout, on voit. Et là, je commence à peindre à l'aveugle quelque chose que j'avais fait avant, mais j'en reparlerai après, que j'avais fait justement dans l'école des Beaux-Arts quand j'étais invité avant d'être prof. Et donc là, je tente, mais ce qui s'est passé, c'est que j'entends vraiment rien, mais surtout, je transpire à fond et je suis rempli d'eau à l'intérieur du masque. Et moi, je dis juste telle couleur, telle couleur, telle couleur. Et ça foire. Mais c'est exactement ce qu'il faut. Et petit à petit, je retrouve le cheval. Et l'idée, c'est que, vous voyez, il m'amène sur la chaise. Et en fait, moi, je suis un peu comme Dante. Et mon assistant, c'est un peu comme Virgile. Et bon, ce qu'il faut savoir, et Yanout le dit, hein, tout ça est filmé. La performance est filmée. Mais bon, après, c'est des histoires de moyens de financer. Et donc, on voit le résultat. Et donc, c'est une manière de désosser aussi un cheval
bon, le cheval, je vais très vite pour faire. Bon, ça, vous le savez, 1 heure, le cheval. Et par contre, la performance, je m'arrête que quand je pense qu'il est parfait, le cheval. Donc là, c'est un petit clin d'œil au quai intempestif qui viennent de fermer pour des raisons américaines, disons. Et là, ça, c'est une pièce. Alors, attends un peu. Juste après, non, remonte. Voilà. Et ça, je voulais juste faire un signe, parce que c'est sur invitation. À l'époque, j'enseigne à l'École des Beaux-Arts de Valence. Et j'ai une proposition incroyable faite par Christian Gossen, qui est à Montpellier. Et il me propose une exposition. Donc, j'y crois pas trop, j'y crois. Et finalement, 1 an après, il m'appelle et on fait l'expo. Là, l'idée, c'est de dire, je vais peindre un cheval à l'aveugle. Donc, j'ai une cagoule et je peins ce cheval-là. Ça, c'est le deuxième, je peins à la perche. Donc, la vidéo existe, hein, les 3 heures existent, enfin les 3. Et après, je le peins à l'instinct, c'est-à-dire en voyant. Et donc, là, il me faut 1 heure. Et les 2 autres, à peu près 40 minutes chacun, parce que parce qu'on souffre d'une autre manière. Mais ce qui est important, vous montrer ça, c'est qu'on voit que tout est à trait définitif et que voilà. Après, bon, ça, c'était la galerie de l'école. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, on voit, la bande fait 12 mètres de long sur 4 mètres de haut. Et là, on voit comment c'est fait. Donc, on n'a pas eu les moyens de passer là en direct, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a un rapport de corps, de pensée et de geste, et que ce qui est motif, c'est la décision de faire face. Et donc, j'affronte le mur, je prends le risque à ce moment-là. Et pour moi, c'est que comme ça que j'arrive à concevoir la peinture. Là, forcément, c'est des pièces comme le clown, c'est des performances. Il existe une vidéo, c'est que lumière infrarouge, et je me redessine. Ces 2 pièces, c'est un peu un petit signe à Chantier Boîte Noire, hein, Christian Laune, hein, qui doit être dans les parages. C'est juste pour montrer que c'est des petits parcours de décision, voilà, pour amener, en fait, après, je vais vite, j'ai encore un peu de temps. Ah mince, il y a encore beaucoup à montrer. Bon alors, vas-y. Et ça, c'est en Chine. Donc ça, c'est collection du musée de Canton, de Guangzhou. Elle fait 6 mètres de haut sur 16 mètres de long. Et même système, ça veut dire c'est la grande parade, même type de peinture, 8 jours de travail, je crois, ouais, à peu près. Voilà. Donc là, on voit vraiment le système de décodage et en plus l'implication cachée, implicite, parce que tout mon travail, évidemment, à l'intérieur s'y cache des formes invisibles. Des formes, il y a une figure qui est cachée dedans, bien sûr. Donc ça, on voit les coups de pinceau, et c'est fini, et ainsi de suite. Voilà. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop saoulés, c'est bon, vous enchaînez. Le plus dur, c'était, comment dire, pour moi, bien, il y a pas, j'ai pas un ego excessif, mais c'est vraiment, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des répercussions d'une découverte vers une autre, et qu'à un moment, c'est l'insistance, et que la responsabilité, c'est toujours ce fil conducteur qu'est la mémoire. D'où le film de Clara, à un moment, qui montre ces petits décalages, ces petits décochages. C'est essentiel, parce que c'est le point de vue que je recherche de l'humain qui regarde et qui perçoit avec sensibilité, avec force. Vas-y. Alors là, tu peux y aller. Alors on voit l'expo du Miam, vous voyez bien. Là, il y a 103 tableaux qui font partie d'une série, qui est une série nocturne, en fait, une série dans les jours où, comment dire, c'est l'œuvre secrète, si vous préférez. J'ai fait plein d'autres choses entremis, mais quand j'avais un peu de temps mort, je faisais une peinture d'1,95 m par 1,30 m. Et c'est un jour Norbert Dufort qui arrive et qui me dit « Mais Carmelo, ce travail, il n'y a qu'un endroit où on peut le montrer actuellement, parce que les autres lieux ne voudront pas, parce que c'est trop grand, etc. » On pourrait montrer cette série, et Hervé Di Rosa a accepté. Et donc au Miam, j'ai montré cette série, qui était une série que je faisais à côté de mes autres travaux d'artiste. Donc là, je vous en ai mis que la moitié, hein, mais il y en a beaucoup. Et bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que quand on les a alignés côte à côte, si on met bout en bout, 1,30 m multiplié par 100, 103,
voyez combien ça peut mesurer côte à côte. On peut remplir quelque chose, quoi. Tout est codé. Alors là, rapide, c'est le projet de l'hôpital, la commande publique. Voilà. Merci Catherine Dumont. Et donc, c'est Jardin métaphysique, en écho avec Pierre Joseph, qui a fait une pièce aussi à lui. Et donc, l'idée, vous voyez, ça part toujours d'un petit dessin en préambule. Et à un moment, c'est un lieu d'hématologie, c'est le sang. Donc, l'arbre magnifique, avec des aubergines que vous avez vues, se rappelle des gouttes de sang, etc. etc. L'enfant, stop 10 secondes, l'enfant qui est en bronze a les yeux fermés, celui qui est en vert a les yeux grands ouverts, il est dans sa métaphysique et il regarde son alter ego. Et ce que je veux juste vous montrer, c'est que bien sûr l'homme ou le père ou l'enfant quand il a grandi regarde son passé. Et donc c'est une pièce vraiment métaphysique. Et de sa main, il touche un arbre et sa main est dure parce qu'elle devient soit l'arbre ou soit la personne est en train de se dérédir. Et vous comprendrez le détail un peu plus loin. On passe vite. Goliath et le singe. Le dessin, c'est un mine de plomb de 2 mètres par 1,40 m. Et en fait, quand je l'ai fait début 2000, je crois, et après, il y a une commande publique. Je voulais vous montrer quelques commandes publiques. C'est là la création à Firminy, l'espace de Corbusier. C'est à cet endroit que quand j'étais gamin, on passait avec mon père pour aller construire la cabane du jardin. Et donc, quand on m'a donné la proposition du ministère de l'Urbanisme, eh bien, à cet endroit, j'ai fait bâtir le pilier et dessus, j'ai mis un faune et j'ai mis un enfant que vous voyez, qui est l'enfant que je reprends après pour l'enfant à la bougie, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans sa force et dans sa fragilité. Et tout est bâti. L'air de rien, on ne voit pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les montagnes au fond, il y a une tour qui s'appelle la tour Philippe, et elle fait comme ça, avec de loin, on dirait un doigt en l'air. Et en fait, pour moi, c'est l'écho, c'est l'élévation, c'est vers le ciel. Bon, là, c'est un titre, je crois qu'on ne va pas avoir le temps de le dire. En tout cas, à la fin, c'est l'histoire d'un enfant qui vient de finir une bataille pour une autre, et dont le père lui murmure à l'oreille « force et courage ». Et donc, ça a toujours été ça, pour arriver encore, et là c'est fini celle-là, oui, après Vacient Vercors, un rétable, au lieu de la libération, de la résistance, des vitraux. Alors c'est les ensembles, c'est les fragments, parce que les ensembles, c'est des ensembles de 19 vitraux, etc. Fémoraux, commande à la fois de l'État, et donc ça c'est les maquettes du CNAP, je suis obligé de le citer. Voilà. Donc on va vite, hein, je suis désolé. Je savais que ça serait dur parce que ça me fait une introspection. Là, c'est une pièce pour vous détendre, c'est un peu volubiliste, c'est petit format. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais des très grands, évidemment, j'en ai quelques milliers de petits, forcément. Et que c'était juste pour vous montrer, volubiliste, c'était montré par Didier Arnaudet, encore une belle rencontre. Et voilà. Et donc là, on arrive à... Et là, c'est pour l'expo Picasso à Anglette, voilà, à Biarritz, pardon. Et donc, je retraite à ma manière un tableau très connu de Picasso, qui est Les Baigneuses, à ma manière, avec le Centaure, etc. Donc, c'est une petite pièce. Là, c'est l'atelier. C'est juste pour vous montrer le rapport d'échelle de la grande pièce qui est au mur, pour que vous compreniez de quoi ça parle. Vas-y. Et là, bon, il y a quelques têtes que vous devez reconnaître, hein, je pense. Ben, il y a Christian Gossen, on se connaît depuis tellement longtemps, Christian. Et merci, merci. Et après, voilà. Et là, on arrive. Il nous reste du temps, non? Plus. Bon, faites une révolution, là, si vous voulez en savoir plus. Bon, allez, là, on va finir. Parce qu'il y a un temps de questions, c'est pour ça. Là, c'est juste pour vous dire, donc c'est Fontevraud, c'est ça? Donc Fontevraud, c'est la grande expo à l'Abbaye royale de Fontevraud. Je remets en question, donc c'était au moment pour Noël, enfin passé. Et l'idée, c'est quand même une nativité. Il y avait quand même l'idée de la nativité.
Et c'était pour moi l'occasion de ressortir la lanterne magique, parce que je ne vous en ai pas parlé depuis le début, mais c'était exactement ça. Tout mon travail depuis le début, c'est la transmission orale, c'est le récit, c'est le conte, c'est la famille, c'est les amis, etc. Et donc la lanterne magique, c'était avec Didier Arnaudet qu'on avait monté à Anglette, mais je la ressors des années après, et surtout, il y a un son qui sort de la lanterne magique, qui est la voix de mon père, que j'avais fait enregistrer, qu'il avait enregistré en 1984. Et à l'époque, je me souviens, j'étais tout jeune, forcément, et j'avais écrit sur la cassette à bande, j'avais écrit « Un jour, j'en ferai quelque chose ». Mais je savais par instinct qu'il fallait en faire quelque chose, que c'était trop chouette, il y avait un truc à faire. Et donc, quand j'ai pu créer la lanterne magique, eh bien, je n'avais pas entendu le son depuis peut-être presque une vingtaine d'années. Et quand j'ai entendu, bien sûr, l'émotion était très forte. Et quand j'avais peint des choses, enfin bref, c'est une autre histoire, parce qu'il n'y a pas les pièces à vous montrer. Et là, je la ressors, alors que je ne l'avais pas entendue depuis peut-être 5, 6 ans, 7 ans. Et pour l'abbaye royale. Et l'abbaye royale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Éléonore d'Aquitaine qui est enterrée, Richard Cœur de Lion, enfin, etc. Et moi, je vous ai dit, mon père était mineur de fond. Ma mère, j'ai perdu très tôt. Donc, en fait, les deux pièces majeures qui m'ont apporté dans le regard, c'est d'un côté mon père et d'un côté ma mère. Ma mère, c'était une révélation, parce que voilà, et j'en ai fait quelque chose dans mon parcours. Et là, sa voix résonne dans toute l'abbaye royale, à côté d'Éléonore d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. Et donc, quand on m'a demandé d'en parler, à la fin, président de région, etc., j'ai terminé en disant « j'ai tenu parole ». Et donc, à ce moment-là, faire la pièce, tu peux montrer, donc on voit. À gauche, à droite, c'est des créations récentes, 2021. Voilà, donc forcément, Norbert Dufort, j'ai demandé à Norbert Dufort d'être mon commissaire d'expo, et il me dit, expert dans les monuments historiques, il me dit « Carmelo, il ne faut pas toucher les murs, parce que tu vas te frotter à quelque chose qui, les gens viennent voir l'abbaye. » Et il a eu raison, c'est-à-dire qu'on a mis tout en élévation. Alors j'avais pensé, mais lui a trouvé les systèmes, et comment on met. Et donc l'idée, c'est la prise encore en charge du spectateur, et c'était réaliser toutes les pièces des grands tableaux. Et donc, voilà. Donc, le personnage de gauche et le personnage de droite, c'est des pièces de 90 parce qu'on s'est dit, c'est bien de faire une rétrospective. C'est pour ça que je fais tout en boucle, en mélangeant toutes les dates. Parce qu'il y a l'enfant à la bougie qui éclaire comme la lanterne magique. Et cette peinture à droite, qui est la mère, en fait, que j'ai repris dans Fémoraux, dans les vitraux, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça va trop vite. Donc, mais tout est lié, en fait, et tout remonte et revient. Et bien sûr, les deux grandes peintures, donc celle de gauche, ça s'appelle Origine, et celle de droite, donc on va les voir en détail peut-être. Bon, ça, c'est la Nativité. C'est une femme tatouée, donc c'est un acte aussi de montrer. Et derrière, au dos, il y a forcément l'enfer, mais avec l'espoir. Mon père meurt à l'époque, je ne sais plus quelle année. La seule chose que j'arrive à faire, c'est le cheval. C'est ce qu'il me dit avant de mourir. Il me dit ça. Il me raconte l'histoire de la lanterne magique, d'une jument qui protège son poulain d'un loup. Le songe de Galatée, c'est des grands tableaux, ça. Des vanités, tout n'est que vanité, rien n'est que vanité. Voilà. Une pièce 90, c'est un personnage qui est peint avec quelques coups de pinceau, on le voit, et qui est une pièce emblématique de mon travail aussi. Voilà. L'arbre au loup, on le voit à droite, je reprends l'arbre, et c'est des toiles extrêmement codées, bien sûr. Ça s'appelle Après le déluge, parce qu'après le déluge, il y a forcément la Renaissance. Et une phrase que je vous dis souvent, des moments où je lance à beaucoup d'entre vous, aussitôt que l'idée du déluge se fut assise, un lièvre s'arrêta dans les sans-foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Et donc c'est Arthur Rimbaud. Et tout mon travail est baigné par Rimbaud, justement, Illumination. Illumination, il l'écrit à 17 ans. Voilà.
la bougie, la lumière. Voilà. Peut-être un petit. Voilà. Merci Carmelo. Tu voulais juste finir par une, voilà, par une œuvre sonore. È un restauro di una ragazza Tobbi qui errata sti porti vicino caso io facci di luna non sbagli la porta la persona perché ci impicci la pedela lana lana subvestuta e non desidero perciò ti parlo con sta lingua giota. Giovane galante e pulita, di sacqua vorrà vivarita. Tu finis avec la voix de ton père comme une boucle qui se termine. On retombe comme ça dans un récit, mais qui est le nôtre aussi. C'est-à-dire que, de toute façon, on porte tous nos histoires. Et il n'y a pas besoin de comprendre la traduction du langage. On comprend ce que ça évoque. Et moi, à chaque fois, bon, je suis un peu troublé parce que pour moi, c'est offert avec vous, quoi. Mais je crois que tout le monde comprend. Et là, il chante la chanson de la jeune fille, en fait. Et voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci, Carmelo. Merci beaucoup, Carmelo. Effectivement, s'il y a quelques questions dans le public, je vous propose de les commencer de suite. Alors, le travail de Carmelo est très clair. Je vous chanterai rien. Moi, j'en ai une question, Carmelo, aussi. Pour commencer, peut-être, enfin, tu nous as montré des œuvres très fortes en couleur et d'autres aussi impressionnantes en noir et blanc. Et c'est vrai que même si tu dis que la couleur est qu'une force pour éviter le maniérisme, tu pourrais nous expliquer pourquoi, comment tu fais ce choix? Oui, en fait, comment dire, moi mais c'est marrant, ne m'envoyez pas les étudiants, parce que ce que je vous dis, c'est que je le pense vraiment, et donc je suis obligé de donner quelques exemples. Je vous ai déjà donné à certains et à tous, mais pour moi, si je résume quelque chose, c'est que quand on fait une peinture, quelle qu'elle soit, on y met une charge émotionnelle. Et un exemple, pour moi, très clair, c'est la fleur. Si on prend une fleur, vous imaginez une fleur, et que vous la peignez très, très, très bien, elle va être très réussie, très belle, etc. Si vous prenez un autre tableau et vous peignez exactement la même fleur, mais vraiment exactement la même, sans aucun doute, mais que vous vous dites simplement qu'elle est morte, puisqu'elle est coupée, puisque vous la peignez, elle est seule et coupée, eh bien, lequel des deux tableaux sera le meilleur? Et c'est ça la clé. Et le tableau qui aura comment dire, la charge émotionnelle de ce rapport éphémère sera le plus beau. Et ça tient à quoi, en fait? Et pour moi, ça tient à cette charge implicite, émotionnelle, qui fait que des gens comme vous tous, êtes dans des sentiments, dans des perceptions, dans des finesses. Et pour moi, c'est le rapport douloureux, difficile que font les gens de l'art, de l'esthétique, de la vie, même simplement. C'est-à-dire, on perçoit cette charge. Et donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que je donne la réponse. D'ailleurs, Clara le dit très bien, le fait dire très bien aussi. C'est quand la personne, moi, dit un simple brin d'herbe compte, c'est du même effet, quoi. Merci, Carmelo. Est-ce que je refais un tour de salle pour voir s'il y a une question? Mais tout semblait effectivement assez clair. Oui. Du coup, je vais te remercier, Carmelo, de nous avoir fait cette présentation avec, je suis désolée, une assistante pas très douée sur les images. Je m'en excuse.
Mais je voulais vous tous vous remercier. Je vais remercier aussi Clara Petazzoni, le FRAC Occitanie. Et vous remercier, vous, d'être resté jusque-là. Et vous inviter à revenir la semaine prochaine pour la dernière intervention d'Éric Vattier sur son cycle sur les 5 idées reçues sur l'art contemporain. Mademoiselle, j'ai une question. Le singe, la girafe, tu as effectivement des symboles liés aux animaux. Eh bien, en fait, de manière comme ça, c'est... Oui, pardon. Oui, merci pour la question. C'est un moment déterminant parce que c'était comment je me singe moi-même aussi. C'est-à-dire que moi, je sais que, comment dire, quelque chose d'un peu intime, mais qui est vrai, c'est que quand j'étais très jeune, j'étais toujours souriant comme ça. Je regardais toujours en souriant, souriant, et souvent on pensait que j'étais un naïf en fait. J'étais très naïf. Alors que c'est un ami, Jean-Marc Serrino, un jour il me dit, mais plus tard, il me dit, mais Carmelo, mais les gens ils sont bêtes, ils confondent la naïveté avec la gentillesse. Et donc ça c'était une clé, mais que j'avais pas trouvé les mots, mais lui avait trouvé les mots. Et pour mieux répondre, il y avait ce côté performatif, d'accord, de dire je singe la peinture, je me singe aussi, comme quand la proposition de Christian Gossen, c'était à l'époque faire la mort instinctive, ça s'appelait l'exposition. Les 3 chevaux, ça s'appelait la mort instinctive, donc à l'aveugle, à la perche et à l'instinct. Et c'était à la fois c'était trop beau à jouer dans une école des beaux-arts aussi. C'était d'un coup, j'étais en train de re-questionner la question de la peinture au niveau du geste. Ça veut dire, j'étais entre, pas Kossuth, mais j'ai oublié, de Koning. J'étais, pourquoi pas, de support surface un tout petit peu, dans la matériologie, pour faire un peu de malice. Et bien sûr, dans la pratique du jeu. Donc c'était un démontage aussi. Et le singe m'a permis un moment d'acter, d'actionner, c'est-à-dire d'insister. Parce qu'en tant qu'artiste, le rapport, c'est la constance, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être un peu décalé, c'est-à-dire pour avoir une telle urgence. Et pour moi, le singe, c'était une manière de me mimer, mais aussi de questionner à peu près le regard, insister sur le regard des autres. C'est-à-dire, je ne vous ai pas mis des pièces comme l'a crié à Rennes, parce qu'à Rennes, il y avait aussi une opération de chirurgie qui était montrée, il y avait de la peinture, etc. Ça veut dire que par rapport aux premières peintures, quand je fais même après le musée de Saint-Étienne, le grand dessin, et que les gens ne vont pas voir vraiment les œuvres, ne vont pas regarder, loupent les 100 peintures qu'il y a derrière, eh bien, ça posait la question de l'acuité visuelle et le faux semblant. À un moment, il y a des vitraux et il y a un enfant qui dort. Et souvent, l'enfant, on dit oh, c'est un enfant, ouais, bon, il dort. Mais quand je l'ai transposé, parce que je n'ai pas parlé bien sûr de la transposition des choses, quand j'ai transposé, comme je pouvais transposer un singe, comme je pouvais transposer une girafe, eh bien, le fait de travailler justement dans l'implication de la couleur, tu me parlais de la couleur, eh bien, l'enfant, je le mets dans son songe, donc je le fais en vert très bleu, très très clair. Il est dans son devenir, dans son rêve. Les couleurs, bon, le jaune est un peu foiré là parce que c'est une repro, mais un jaune de bonbon acidulé rappelle l'enfance, donc il y a l'implicite, l'explicite. Et en fait, qu'est-ce qu'il attend, cet enfant? Il attend que son père revienne du coup de grisou qui s'est passé dans la mine, puisque c'est la chapelle des mineurs. Parce que je vous en passe des détails, mais tous les projets sont toujours liés à d'autres projets. C'est-à-dire, je peux dire non aussi, oui à un projet, mais tout est lié sans cesse au fil conducteur. Donc, ce qui fait que le système en cascade, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la moindre feuille, on le voit bien dans le film de Clara, c'est si je place un détail là, comme je place le petit oiseau en haut, c'est que maintenant, si on enlève, il y a un manque. Et donc, les choses prennent leur place. Et dans les compositions très, très serrées que vous avez vues à la fin, des noirs et blancs, c'est un système en cascade qui va d'une manière certaine, je sais plus, oui, un système, oui, certain. Et en fait, le moindre indice compte à valeur de protection à la fois et de déchiffrage aussi des choses. Enfin, et ton rapport au masque aussi, c'est oui. Aussi se cacher derrière. Tout à fait, parce qu'on me dit souvent, ah, mais vous faites des clowns, etc. Et quand je fais la performance au Martha Erfurt, je peux dire que c'était très, très impressionnant. Je n'ai pas fait la performance devant eux,
mais j'aime bien, comment dire, c'est la question non pas de... non pas le clown, c'est simplement cette mise en scène, ce rapport physique qu'on peut établir, comment dire, dans des rapports comme des scénettes, comme des petites pièces. C'est-à-dire que si je regarde votre groupe-là, je vois que vous, et je vois comment ça résonne. Si je regarde ce groupe-là, vous voyez. Et donc à un moment, si je vous fais plus grand et l'autre groupe plus petit, eh bien, au niveau de la place du spectateur, on le verra dans la même fonctionnalité, avec j'espère, le même trouble ou le même sentiment. Et donc, c'est tout un jeu de... bon, je savais que ça serait court, hein, de toute façon, là, mais pour expliquer la complexité, enfin, je dis pas... Moi, j'ai le sentiment que quand je fais ça, je le fais simplement, en fait. Je ne me pose pas toutes ces questions-là. Mais je mesure, une fois que c'est fini... Ah oui, parce que ça, c'est une chose très, très importante. Merci, merci. C'est que ça ne marche encore qu'une fois, que si dès que je peins, je suis le peintre, ou l'artiste, peintre, disons, mais dès que je m'arrête, je suis le spectateur au même titre que vous. Et c'est ça la clé. Parce que c'est là où, comment dire, ça ne m'appartient pas. Par contre, j'en ai la responsabilité. Et je pense que dans cette pratique de responsabilité, comment j'ai établi mon rapport à la figure et la non-figure. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, grâce à Thierry Raspail, à tous des lieux comme ça, de me retrouver côte à côte avec Mario Merz, Lewy, Charlton, etc., Honegger et tout ça, à proximité, Pistoletto, j'en passe. Parce qu'à un moment, c'est plus une question de figure, c'est une question de posture, c'est une question de faire face. Et que la question d'une œuvre d'art, c'est on est là parce qu'on est là, et on se débat avec ça. Et donc, vous voyez, le rapport du singe, le rapport de sortir la tête de l'eau, tout ça, pour moi, dans mon fonctionnement, ça a une valeur à la fois, bien sûr, iconographique, mais à la fois d'implication. Et bien sûr, je le redis, sans tomber dans la mystique. Parce que là, ça serait illustrer tout ça. Et donc, je mets des pièges, des aubergines, des trucs, voilà, etc. Les feuilles qui viennent des yeux. Vous voyez, il y a des surcodages, mais spontanés, et toujours, je réinsiste, cette marge d'inconnu qu'il faut absolument, donc c'est-à-dire être singulier dans sa singularité, c'est pas mal aussi, mais même si on est très, très lucide, parce qu'il faut être lucide, je pense qu'un artiste est quelqu'un d'extrêmement lucide, et je crois que c'est là où on peut... à ce moment-là, se servir de tous les moyens qui sont, que ce soit la couleur, que ce soit la charge colorée, que ce soit la forme, rythmique, dynamique, positionnement. C'est-à-dire que là, si je commence à vous regarder, je vois la manière dont vous tenez, etc. Donc il y a un rapport sociologique de forme, parce que ça fait partie de la figure et de la résonance du corps qui fait face. Une dernière question ou je vous remercie? Une question, oui, mademoiselle. Je vais peut-être pas me souvenir bien de la citation, mais c'est quelque chose comme « tout est illusion parce que tout est illusion ». Et je me demandais si vous pouvez parler plus de ça et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Oui, c'est Bernard Lamarche-Vadel, mais j'ai bien compris. En fait, il dit tout c'est symbolique parce que tout est symbolique. Et c'est vrai que cette phrase, pour moi, c'était important. Bon, Bernard Lamarche-Vadel, c'était quelqu'un qui était un très grand critique d'art, c'était un ami de Beuys, Joseph Beuys, etc., de Gazurowski, de plein de gens, et qui avait, comment dire, j'ai un respect immense pour lui. Je l'ai vu, il y a beaucoup d'amis à lui, hein, mais moi, en tout cas, je l'ai connu pendant une dizaine d'années à peu près, et c'est quelqu'un qui a eu le prix Médicis aussi du premier roman, enfin, mais qui a écrit, qui était quelqu'un de regard, et qui m'a, comment dire, ils font partie de tous les gens que j'ai cités, il en manque, hein, bien sûr, mais dans un parcours artistique, il faut comprendre que c'est un parcours de vie, de rencontre, et que justement, on a besoin de personnalité, voilà, comme ici, parce que tous les gens de l'art, c'est des passionnés, logiquement.
C'est ça, je dis logiquement, parce que c'est ça, en fait. Et donc, il y a des moments de vie, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien beau de montrer la mécanique de son action, mais moi, j'ai le sentiment d'être dans une position artistique, parce que justement, j'ai pu, grâce à beaucoup, c'est pas le bon mot, mais me frotter avec des gens donc, qui étaient immenses. Et juste simplement de l'avoir rencontré, d'avoir une pièce à côté, fait que quelque part, ça donne ça continue à poursuivre, non pas la foi, mais une croyance à l'humain, finalement. Et donc, il y a des moments lumineux. Et Bernard Lamarche-Vadel faisait partie de ces moments lumineux. Voilà. J'aperçois une main levée, juste. Et je pense que ça sera la dernière question, par contre, je suis désolée. Vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'il y a des repentirs? Pardon? Vous faites des repentirs? Oui. Oui. Je ne sais pas qui me pose la question. Je vois pas. Ah oui, d'accord. Oui, ça m'arrive, bien sûr. Vous avez le droit, d'accord. Oui, d'y retourner et vous faites un repentir. Oui, bien sûr, il y en a. Et après, comment dire? Moi, il y a un rapport aussi avec les personnes. Alors, juste pour expliquer, c'est-à-dire que, imaginons que je ne vous vois pas, mais que vous avez des lunettes et que je vous demande, je veux faire votre portrait. Eh bien, souvent, les gens ils me disent, ils enlèvent les lunettes. Et un jour, j'ai une amie comme ça qui a gardé ses lunettes parce qu'elle voulait trop me voir. Elle voulait trop me voir en train de la voir. Donc, c'était assez drôle. Donc là, j'ai besoin quand même. Pour moi, d'essayer des lunettes, c'est compliqué. C'était quelque chose de bizarre. Mais si je vous dis comme ça, c'est que le repentir, des moments, il y a des choses que je suis obligé d'être un peu plus précis. Donc, mes gestes, comme je dis, à touche définitive, ils sont obligés de s'amplifier parce qu'à un moment, il y a un concept derrière, une intuition. Dans les dessins qu'on voyait, à un moment, je pense juste à une forme et tout va tourner autour de cette forme, donc dans une intuition générale des choses. Donc, si ça, je le réussis, c'est génial parce que je peux aller jusqu'au bout. Je sais que c'est un système en cascade qui est établi. C'est-à-dire, si je réussis, vous voyez la vache, à un moment, je vous ai montré une vache. La vache, c'est quoi? C'est le songe de Galatée. En fait, Galatée, c'est la vache et elle rêve. Et le seul truc qui compte, c'est son museau qui touche un peu l'épaule du garçon, parce que simplement, elle le renifle. Et simplement, ce petit truc, tout ça, pour dire que ça, en fait, c'était essentiel. Si je ratais le museau, ça ne marchait pas. Sur la grande toile Enfer et Paradis, il y a des grands repentirs aussi, parce que je reviens par-dessus. Et à la fois, je touche à ce moment-là quelque chose qui est de l'ordre d'une abstraction. Et en fait, pour mettre un peu les pieds dans le plat, je dirais oui, je fais de la figure, mais à la fois, j'ai l'impression parfois d'être vraiment un peintre abstrait. Et on le voit dans le cerf que tu as filmé, Clara. À un moment, on voit qu'il y a quelques coups de pinceau. Finalement, la tête du cerf, c'est quelques coups de pinceau. Et donc, c'est pas la figure, ça s'est trouvé que ça ressemble à quelque chose qui a une tête de cerf. Mais le repentir, c'est la grande question. Et parce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé et finalement j'en suis assez content parce qu'il faut que ça m'échappe aussi. Il faut que ça m'échappe. Merci à vous. Merci tout le monde.